Merci. Donc on va passer au témoignage suivant. Donc c'est celui de Madame Catherine Deprez, qui va nous parler de son parcours, son suivi multidisciplinaire et la nécessité d'un suivi multidisciplinaire chez le patient bariatrique. Vous avez des diapositives, non? Vous n'avez pas de diapositives? Non. Non, d'accord. Donc on aurait aimé connaître un petit peu rapidement votre parcours de soins et que vous puissiez à partir de ce moment nous dire ce qui était bien et moins bien. Ok, je vous remercie de m'accueillir. C'est quelque chose de rare pour un patient. Je vous demanderai un peu d'indulgence. Je ne suis pas rodée à l'exercice. Vous préférez vous asseoir? Non, ça va aller. Ça va aller. Moi, j'ai un parcours de soins qui dure depuis 50 ans. Je suis née en Afrique et j'ai eu un problème à 15 ans, quelque chose qui certainement était lié au mode de vie. Et j'ai donc consulté un médecin parce que j'avais grossi de 25 kilos en 2 mois. Et à ce moment-là, je pense que les médecins n'étaient pas forcément habitués à communiquer avec des enfants ou des adolescents. Ça se passait entre ma mère et lui, et moi je n'ai fait que subir ce qu'on m'a demandé de faire. Et voilà, donc j'ai pris des médicaments intéressants quand même parce que j'étais traitée avec des amphétamines, donc j'ai eu des addictions. J'ai eu des extraits thyroïdiens, des laxatifs, des diurétiques, des choses pour couper l'appétit. Et puis, histoire de me faire grandir, parce que la taille que j'ai actuellement était celle que j'avais donc à 15 ans, mes parents faisant entre 1m75 et 1m80 et mes 2 sœurs ayant dépassé 1m70, je devais avoir un problème très certainement, donc on m'a fait des piqûres d'hormones de croissance. Donc je suis sortie de là assez... je pense que j'avais tout du cochon d'Inde, et en tout cas, j'ai jamais eu accès à la parole en ce qui concernait ce qu'on me faisait. Je suis rentrée en France 2 ans après, j'ai consulté, j'avais pas repris de poids, j'avais perdu donc les 25 kilos et j'ai repris du poids vers 18 ans. Et là, j'ai consulté Ambroise Paré. Première consultation, je n'avais pas du tout l'habitude du système médical français. Et à ce moment-là, on me fait rentrer dans... Je pensais devant un médecin. On me met dans un petit cagibi pour me déshabiller. Je ne comprenais pas. Je me retrouve donc en culotte. Et là, on me ouvre une porte, on me dit rentrer. Et on ne s'adresse pas à moi. Le médecin, je le reconnais à sa blouse, s'adresse à d'autres jeunes en blouse. Je suis seule fille, en slip, devant des personnes dont une partie n'avait pas l'air beaucoup plus âgée que moi. On me demande de tourner le dos, on m'attrape un pied dans le dos, je prends le pied à coulisse et on mesure. Là, moi, j'étais sur off, encore une fois. Je n'ai eu aucune communication avec cette personne-là. On me redonne un rendez-vous pour 1 mois après, pour une suite d'examens. On me renvoie dans la salle pour me rhabiller. Je pensais voir quelqu'un d'autre. Et là, je rentre dans cette salle. Je suis donc toujours en slip. Et là, je vois un jeune homme en slip aussi. On est atterré. Lui, elle va avoir droit à la même chose que moi. J'espère que son pli est moins disgracieux. Là, je repars et je sais que je ne reviendrai pas. Donc je reste sans m'occuper de cette question de poids pendant des années, jusqu'à la grossesse, ma première grossesse, où là je rencontre un médecin qui sera mon médecin, une femme médecin, qui sera mon médecin traitant jusqu'en 2016 et qui s'occupera de moi et de mes 3 grossesses. C'est elle qui fera les déclarations, etc. Et qui me traitera pendant un certain temps avec des médicaments. J'ai eu droit des choses un peu compliquées, le Dinatel, des Omérides. J'avais des problèmes inflammatoires parce que j'ai des problèmes dermatologiques. Donc j'avais la maladie de Verneuil à un endroit très particulier, à la région périnéale qui est difficile à traiter, difficile à vivre. Et on se retrouve comme ça avec tout un tas de complications, des inflammations. Et je suis traitée avec du Vioxx, qui ne m'arrange pas. Je me retrouve dans une situation un peu compliquée en 96. Je me fais hospitaliser dans un hôpital privé qui s'appelle Forcy. Là, je rencontre médecins, endocrinologues, etc. Là où on m'a sauvé la vie, c'est qu'on a découvert une apnée du sommeil, qu'on a traitée rapidement.
Et je pense que ça m'a sauvé la vie parce que j'avais déjà eu 3 accidents de voiture et je m'endormais. J'avais un métier très prenant. J'ai travaillé 40 ans dans la protection de l'enfance. Donc je bougeais beaucoup, je faisais beaucoup de déplacements. Et ben voilà, en voiture, quand vous vous endormez, c'est compliqué. Quand vous vous levez le matin, qu'une heure après, vous êtes aussi fatigué, vous n'avez pas dormi depuis 3 semaines. C'est compliqué avec entre 3 et 5 enfants parce que j'avais mes 3 enfants. Et je pense que la compassion que j'avais pour l'Afrique faisait que j'ai été famille d'accueil pour des enfants d'ailleurs. Voilà, ma vie était très active et c'est ce qui, je pense, m'a maintenue en vie aussi, m'a permis de combattre, y compris tous ces problèmes médicaux. Je me suis retrouvée donc dans cette situation où on me dit ce serait intéressant quand même qu'on fasse quelque chose de contraignant. Alors, je dis contraignant comme quoi? Et là on parle de l'anneau gastrique. Je suis dirigée vers un hôpital parisien connu, un chirurgien très connu. Nous avons une discussion de margoulin qui dure un quart d'heure, où on me parle de dépassement d'honoraires qui à l'époque se représente, nous sommes en 99, 10 000 francs. Le salaire d'un catégorie A de fonctionnaire, ce que j'étais, était de 12 000. J'ai 3 enfants, je me dis ça doit être ça. J'ai pas compris la différence, je savais pas qu'on pouvait négocier quelque chose. Je n'étais pas là dans un rapport de maquignonnage et je n'ai rien fait d'autre que d'accepter, ne me permettant pas autre chose. Je pose des questions. Je ne comprends pas forcément ce qu'on me dit, mais j'ai l'impression de comprendre quand même la technique. Et j'accepte. Donc, et puis le chirurgien me dit, écoutez, si au niveau financier, parce qu'il voyait bien que je tiquais, il me propose, si ça peut être gratuit si vous acceptez quand on vous filme pour la télévision américaine. Alors déjà de passer du cochon d'Inde à l'exposition, là, j'étais plus d'accord. Donc je préfère payer encore que d'être exposée. Je veux dire, les filles de mon âge, c'est-à-dire les femmes maintenant, mais tout du long, ont toujours été des gens exposés, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais alors là, si en plus ça devait passer à la télé, même s'il y a un champ opératoire qu'on ne voit pas votre visage, là je trouvais ça exceptionnel quand même comme proposition. Donc j'accepte de payer si ça m'évite d'autres choses. Et je me retrouve dans une situation compliquée parce que je n'avais pas bien compris ce que ça allait entraîner dans le mode de vie, alors que je travaillais dans un foyer d'accueil d'urgence, que je partageais mes repas avec des enfants que j'accueillais, etc. Et je me retrouvais à ne plus pouvoir consommer pratiquement ce qu'on me proposait, voilà, avec des services qui duraient entre 24 heures et 48 heures, donc un certain nombre de repas. En plus, j'ai été élevée en Afrique, et en Afrique, l'eau n'est pas forcément ce qui était le plus facile à trouver, donc on buvait des sodas. Moi, j'ai été élevée au Coca-Cola. Alors, boisson à bulles et sucrées, tout ce qu'il faut. Et c'est une habitude, parce que quand vous devez combattre, y compris certains moments de maladie, tout ça, on vous donne du Coca-Cola, où on enlève les bulles, on rajoute du sucre, notamment pour les crises d'acétone. Moi, voilà comment j'avais été élevée. Et donc, je buvais du Coca-Cola. Je pose la question au chirurgien quand je le revois, par rapport aux boissons gazeuses, et il me regarde, et la réponse a été, c'est pas gagné. Donc, il n'y a pas eu de deuxième question. Je suis allée 3 fois en rendez-vous post-opératoire. Comme j'étais dans la médecine privée, parce que je n'avais pas compris qu'il y avait une médecine privée et une médecine publique dans le même hôpital, je ne savais pas que ça existait. Je devais aller chercher mon dossier. Comme j'étais à médecine privée, c'était pas l'infirmière ou le secrétaire médical qui s'occupait de mon dossier. Je devais aller le chercher dans le bureau du chirurgien qui devait être au 4e ou 5e étage, et je devais descendre ensuite pour faire cette manipulation qui était de diminuer, de défaire, pas de défaire, mais de diminuer ou d'élargir l'anneau gastrique, qui était à moins de... Donc ça voulait dire, je montais 5 étages, j'en descendais 7, j'en remontais 7 et j'en redescendais 5. Tout ça avec l'angoisse de cette manipulation qui n'était pas si simple que ça. Donc au bout, j'avoue que j'ai été découragée. Au bout de 6 mois, j'ai arrêté le suivi. Et j'ai essayé de trouver plutôt des personnes pour m'enlever cet anneau. Là, j'ai consulté 3 hôpitaux privés. Et à chaque fois, les chirurgiens m'ont dit « Mais retournez donc voir la personne qui vous l'a posé ». Là, j'ai compris que ça posait un vrai problème.
voyant que tout le monde se... j'ai pas d'autre mot pour dire les choses à part débiner. Les gens se débinaient. Et je me suis retrouvée, alors là, le temps passait, je me suis retrouvée, on était en 2003, et j'ai pris le beau temps. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un pour s'occuper de moi, et d'une autre façon, parce que tout ça ne m'intéresse pas. Et je n'y crois pas. Et j'ai trouvé, je cherchais quelque chose à proximité de chez moi. J'habite dans l'Essonne et je me suis dit, j'habite un petit village dans le centre de l'Essonne. Et je me dis, mais je vais bien trouver quelqu'un autour de moi. Et j'ouvre le bottin et je trouve Jocelyne Raison. Je n'ai choisi ce médecin au départ, ne le connaissant pas, n'ayant pas encore accès aux réseaux sociaux, par son nom, le nom de Raison, en me disant, mais il faut quelqu'un de raisonnable pour s'occuper de cette histoire d'obésité. Ça ne peut pas être un coup un médicament, un coup une chirurgie, un coup cela, alors qu'il s'agit d'une complexité. Parce que pendant ce temps-là, il y avait quand même les problèmes d'apnée, les problèmes de dermatologie, les problèmes d'inflammation, l'arthrose qui s'était développée depuis que j'avais l'âge de 25 ans. Il fallait quelqu'un capable de prendre tout ça, de coordonner pour que je comprenne ce que j'avais à faire ou à ne pas faire. Donc je suis allée voir Jocelyne Raison qui me reçoit en me disant... Qu'est-ce qui vous emmène? Je lui dis, c'est tout simplement votre nom. J'ai besoin de quelqu'un de raisonnable pour travailler avec moi, et je dis bien travailler avec moi, sur cette question de l'obésité. Moi, l'obésité, je n'ai pas une image que j'ai retrouvée dans les groupes de parole aussi déficiente que les autres. En Afrique, quand moi j'étais petite, quelqu'un qui était gros, ça voulait juste dire qu'il avait les moyens de manger. C'était pas... quelqu'un qui foutait rien et qui restait ses fesses dans son fauteuil. On pouvait être gros et avoir une très grande activité et avoir une belle vie. Bon, moi je l'ai toujours pris comme ça. On pouvait être gros et bien vivre. Et là, j'ai rencontré plein de personnes et je pense que c'est là où ça demande de rencontrer des gens bienveillants pour animer ces groupes de parole, pour parler de cette société de France et qui est devenue partout, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est partout dans le monde qu'on a une image de la femme et de l'homme, parce que des hommes obèses, il y en a quand même un certain nombre, et de ce que ça renvoie comme image, et de ce que ça renvoie comme dégoût, et de ce que ça renvoie comme une espèce de chose qui ne serait pas liée à la maladie. Alors que qu'est-ce que c'est l'obésité à part une maladie du gras ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire disparaître comme ça? Est-ce que ça suffirait d'une liposuction? Est-ce qu'il suffirait de s'enlever des tranches de lard? Il y a un moment où je me dis, est-ce que les gens peuvent comprendre que celui qui vit ça, il ne l'a pas choisi? Je pense que la meilleure phrase, la plus tueuse que j'ai eue, elle est venue par ma propre famille, quand mon père m'a dit, mais tu sais, pendant la guerre, il n'y avait pas d'obèses. Ah ben c'est sûr, il y en avait même qui sont morts de faim. Mais quand même, il y a un moment où il faut raisonner. Pourquoi est-ce que les gens grossissent comme ça? Pourquoi les enfants grossissent comme ça? Pourquoi il y a des nourrissons obèses? Qu'est-ce qu'on regarde là maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Qu'est-ce qui se passe avec l'accès aux soins? Pourquoi les gens sont dans une telle pauvreté, dans tous les sens du terme, qu'ils ne trouvent même pas autour d'eux un médecin qui est capable de leur dire le nécessaire, qu'il les renvoyer sur là où ils doivent être pris en charge? Parce que c'est quand même ça qui se passe. Il y a une énorme solitude et un isolement terrible autour de ces patients-là. Il faut beaucoup de bienveillance et il faut accepter de les aider. Quand je dis aider, c'est pas dans un sens bienfaiteur de l'humanité. C'est de dire il faut prendre en charge le côté médical, le côté social pour ceux qui n'ont pas les moyens, le côté psychologique, voire psychiatrique pour certains. Là, j'ai enterré lundi, la semaine dernière, une amie qui était une professionnelle d'un très bon niveau, que j'avais envoyée vers Manès et qui a monté autour d'elle, quand elle a pris sa retraite, une solitude et un isolement. Elle s'est montée une forteresse que personne n'a pu faire éclater et elle est morte dans un état de manque de soins et son obésité l'a tuée. Littéralement. Elle venait d'avoir 70 ans. Je veux dire que ce sont des problèmes qui peuvent maintenant exister de la naissance à la mort avec des morts prématurées. C'est un problème de société, ça dépasse le problème médical. Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de ça, les médecins, les chirurgiens. J'ai trouvé un chirurgien qui a bien voulu m'enlever l'anneau et je l'embrasserai 1000 fois tous les jours s'il le fallait, qui a pris le risque, qui m'a dit, vous m'avez fait transpirer. Ben oui,
Mais il m'a vu 9 fois avant de pouvoir me toucher. Excusez-moi, on peut vous poser une question, parce que vous dites que c'est un parcours qui a duré 50 ans. Oui. Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir, est-ce que vous considérez que la prise en charge des médecins s'est améliorée et qu'elle est meilleure maintenant qu'au début? Oui. 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 Donc on a fait des progrès, donc. Elle s'est améliorée parce que j'ai pu avoir des relations humaines avec ce chirurgien qui m'a enlevé l'anneau et qui m'a fait un bypass. Bon, il me dit, lui, que pour lui, c'est un échec le bypass. Bon, déjà, l'anneau, c'en était un. Mais bon, moi, je trouve pas. Parce que lui, ce qu'il m'a fait, il m'a enlevé cet anneau qui allait me tuer. Et je ne pense pas que je serais devant vous s'il n'avait pas fait cet acte chirurgical. Parce que je passais, quand j'étais debout, j'allais bien. Dès que je m'allongeais, je vomissais. J'ai eu un abcès pulmonaire qui a failli me tuer juste à cause des reflux. Donc je crois qu'à un moment donné, on se retrouve en tant que patient, je dirais, dans les mains de la médecine. Et il faut vraiment trouver, et j'ai trouvé là un artiste. Je ne peux pas parler d'un chirurgien simplement. Est-ce que vous pourriez nous dire, je parle avant d'avoir la première opération pour l'anneau, ce qu'il aurait fallu faire? Parce que, avec votre expérience, pour un patient qui viendrait comme ça, peut-être les pièges dans lesquels vous êtes tombé ou les erreurs qui ont été commises de part et d'autre. Je pense que ce qui existe maintenant, ce qui se fait avec des réseaux comme Réseau Ronde, qui sont des prises en charge de patients d'une façon pluridisciplinaire, où moi j'ai toujours travaillé en équipe pluridisciplinaire avec des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes de toutes sortes, font de l'art-thérapie, de la sophrologie, etc., des choses un peu différentes, de la médecine douce aussi. Avant de passer par la chirurgie, je pense qu'on pourrait passer pour les prendre en charge. Mais ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Moi, à l'époque où je me suis... oui, ça n'existait pas. C'est maintenant que ça se développe, c'est maintenant que c'est intéressant, c'est maintenant qu'il faut emmener les gens à aller vers ces réseaux-là. Je pense que la question des échanges sur Internet, etc., c'est bien, mais c'est pas accessible à tous. Il y a quand même une partie de population qui est concernée, qui n'a pas tous ces accès-là. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Attends d'avoir le micro. Ça fait 20 ans que je la pratique et j'en ai vraiment une très grosse expérience. Mais c'est très intéressant de répéter tout le temps qu'une équipe multidisciplinaire doit être mise en place. Mais une équipe multidisciplinaire, ça coûte cher. Je vous rappelle qu'une psychologue, c'est pas remboursé. Qu'un responsable physique, c'est pas remboursé. Une diététicienne, c'est pas remboursé. Et là, il y a un vrai problème. Comme disait Madame tout à l'heure, c'est un problème social, c'est pas un problème médical. D'ailleurs, il y a un pourcentage de patients pauvres qui sont obèses. Ils représentent une énorme quantité des patients qu'on opère. Donc, je pose pas plus de questions parce que je pourrais en parler pendant 24 heures. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit et je vous en remercie. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Je pense aussi à tout ce qui est après aux médicaments, la pharmacie, etc. On peut se perdre dans tout ce qui est proposé. Et je dirais que le patient, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. Dans un autre registre, quand on va voir pour une chirurgie, on rencontre un anesthésiste. Moi, si je vous disais que j'ai plus confiance dans le chirurgien que dans l'anesthésiste, c'est que le premier qui risque de me buter, pour vous dire les choses comme ça, c'est l'anesthésiste. C'est pas forcément le chirurgien. N'empêche que il faut bien passer par là. Là, je viens de décaler une intervention parce que je dois avoir une prothèse d'épaule. Le chirurgien, j'ai pas eu de souci dans la première consultation, mais l'anesthésiste, alors que je viens d'avoir une embolisation d'un anévrisme cérébral, j'ai donc fait tous les examens autour de cette question-là, de la question des artères, etc., me renvoie chez un de ses collègues cardiologues à lui pour refaire tout ce que je viens de faire au Kremlin-Bicêtre. Je fais quoi là? Je fais la vache à lait pour la... Qu'est-ce que je fais? Donc j'arrête tout et je vais faire une pause et je vais demander au chirurgien son avis.
Parce qu'il y a un moment où je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Et en tant que patient, maintenant, je m'autorise à me poser la question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je viens de faire des examens il y a 6 mois. Oui, j'ai été opérée le 5 décembre. J'ai consulté jeudi. On me demande de faire des examens concernant tout ce qui est les artères, etc., pour voir mesurer le flux sanguin. D'accord, tout ça, ça a déjà été fait. Sinon, ils ne m'auraient pas fait cette embolisation. Je sors de neurologie interventionnelle. Et là, 6 mois, je ne réfléchissais pas un peu, je partais faire tout. Puisqu'il m'avait en plus pris le rendez-vous. Pendant que j'étais avec lui, sa secrétaire prenait le rendez-vous. Et je sortais avec le rendez-vous posé. Il y a un moment, quand même, il y a des choses qui nous dépassent. Je vous vois sourire quand même. Non, mais c'est la réflexion. On aurait envie de demander à Madame Cerizet, à la lumière de son parcours, qu'est-ce qu'elle pense qu'il faudrait améliorer en termes d'information de la part des médecins? Je ne sais pas si c'est seulement en termes d'information. Pour les médecins, je pense que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'associations de personnes en situation d'obésité et je pense que les médecins devraient pouvoir avoir des renseignements sur ce qu'il y a autour de l'information purement médicale pour une prise en charge globale. On parle beaucoup de prise en charge globale. Vous parliez justement du coût d'une psychologue ou d'une diététicienne. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis une. Ça peut être un. Effectivement, je pense que dans les hôpitaux qui font des chirurgies bariatriques, il faut absolument une prise en charge globale. Et madame, vous n'en avez pas bénéficié vraiment en début de parcours, en tout cas. Ah non, pas en début de parcours. Voilà. Parce donc que ça le premier change. groupe de parole qu'on m'ait proposé dans l'hôpital parisien, c'était 5 ans après. Oui, c'est ça. Donc ça a beaucoup évolué, je pense. C'est en ça que je dis qu'il y a une franche évolution mais c'est au niveau des médecins traitants. Moi, je vois mon médecin traitant, il me dit carrément, moi je comprends rien en l'obésité. Alors il me renvoie chez un autre confrère. Là, c'est un peu le rôle du médecin traitant d'orienter. C'est que c'est pas enseigné à la faculté, l'obésité. Voilà. Et beaucoup de médecins méprisent ces patients et leur disent t'es gros, t'as qu'à pas bouffer. Alors que c'est une erreur totale parce qu'on peut manger peu et grossir. Exactement, vous le savez mais c'est pas seulement la question de la méconnaissance, c'est la question du mépris. Et la question du mépris par rapport à son patient, je comprends pas. Si vous n'avez pas de patient, vous faites quoi? Qu'est-ce qui autorise un médecin ou un chirurgien à avoir ce mépris-là, quoi? Je pense que l'obésité, c'est pas une maladie, c'est une maladie dont on se moque. Je dirais que c'est très discriminatoire. L'obésité, c'est comme le handicap, certaines formes de handicap qui sont pas du tout acceptables. Ouais. Il y a beaucoup de stigmatisation des personnes en situation d'obésité. Mais pour revenir à l'information, je pense que ça rejoint beaucoup la reconstruction dont je parlais ce matin. C'est-à-dire qu'il y a plein de techniques qui induisent des choses importantes pour les patients et qu'il faut prendre le temps et que les outils numériques, que les livres, que les associations de patients, etc. doivent être des outils dont se servent les médecins. Vous ne pouvez pas, en un quart d'heure, donner toute l'information et on a des outils aujourd'hui qui permettent aux patients de trouver de l'information. Il y a des sites d'associations, il y a des sites probablement de sociétés savantes qui peuvent permettre aux patients d'avoir cette information que vous n'avez pas le temps de délivrer. Et ensuite rediscuter une fois que le patient a compris. Mais non, vous avez tout à fait raison, je pense que c'est vrai. On va avancer parce que je pense que le temps tourne. On va passer à Eric Sala qui va nous passer du patient expert. Tu voulais faire une remarque, Philippe? Alors, merci. Une remarque rapide. Oui, je voulais juste faire une remarque parce que j'ai beaucoup échangé avec des présidentes d'associations de patientes bariatriques et qui toutes disaient la même chose dans leur rapport avec le chirurgien. Alors c'est le lieu idéal pour le dire.
toutes réclamaient qu'il y ait une multidisciplinarité effectivement de l'équipe et que le chirurgien reste dans l'équipe sur le suivi au long cours. Et toutes regrettaient la disparition d'une certaine façon du chirurgien à court ou moyen terme à la fin de l'acte chirurgical. Elles souhaitaient que le chirurgien reste dans l'équipe de suivi au long cours.